Révérend Père Recteur, Monsieur le directeur de l'Institut libanais d'éducateurs, Monsieur le chef du département de psychologie, chers collègues, chers anciens, chers étudiants, c'est avec une grande joie que j'ouvre ce soir cette table ronde intitulée Violence d'État, traumatisme collectif et travail de mémoire. Un titre fort, porteur de sens, que Zénazir B a choisi pour présenter son ouvrage D'amour, l'assaut, le massacre et la chute de la ville. Ce livre bouleversant constitue une contribution précieuse à la compréhension des traumatismes liés à la guerre civile libanaise et en particulier à l'attaque de Damour en janvier 1976. Le titre de la table ronde ne relève pas d'un simple choix symbolique. Il exprime à la fois la gravité du sujet abordé et la perspective dans laquelle l'auteur inscrit son travail, celle d'un croisement entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Zena Zerbe est psychologue clinicienne et psychothérapeute d'orientation psychanalytique. Elle est membre de l'Ordre des psychologues du Liban, de l'Ordre des psychologues du Québec, ainsi que de l'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec. Elle est chargée de cours à l'Institut libanais d'éducateurs de notre université et conseillère en psychologie pour la Human Rights Research League. Pendant plus de 10 ans, elle a travaillé dans les camps de réfugiés palestiniens et mené des interventions cliniques ainsi que des recherches de terrain auprès de populations marquées par des événements traumatiques au Liban et au Proche-Orient. Dans son très bel ouvrage, elle donne la parole à celles et ceux qui ont vécu de près ou de loin l'attaque de Damour, survivants, témoins, anciens combattants et politiciens. Elle ne se contente pas de relater des événements tragiques. Elle explore avec finesse et avec une grande profondeur les traces qu'ils ont laissées. Blessures psychiques, silence, mémoire morcelée. Elle donne voix à la mémoire blessée dans toute sa complexité. Les récits recueillis bouleversent. Il est difficile de ne pas être profondément touché par l'histoire de Mona Reza, considérée aujourd'hui comme la martyre vivante du massacre. Restituer à la parole humaine sa dignité, à travers des entretiens, constitue une forme de résistance à la violence, une démarche pour laquelle on ne peut que rendre hommage à l'auteur. En permettant aux victimes et aux survivants de s'exprimer, la clinicienne Kézé Nazerbe ouvre un espace favorable à l'élaboration psychique par la mise en récit. Elle favorise ainsi un véritable travail de mémoire. En tant que processus de liaison, le récit permet d'inscrire les événements traumatiques dans une continuité, d'en chercher la cohérence et le sens. Il articule ce qui a été fragmenté. Il consolide l'identité narrative des personnes traumatisées. Et parce que la reconstruction, à travers l'émail des mémoires individuelles et collectives, pour reprendre le titre de Zénan, ne peut se faire sans justice, sans une reconnaissance collective de la violence subie. Nous aurons l'honneur d'entendre ce soir Tom Searing, président de la Human Rights Research League, qui réfléchira avec nous au chemin possible vers la justice après la guerre, face à des violations massives des droits humains, telles que celles survenues à Damour. Je ne voudrais pas terminer sans remercier chaleureusement Cher Belskaf, psychologue, psychanalyste, maître de conférences et chercheur associé à l'Université Paris 7, spécialiste des questions liées au deuil et à la mort, qui animera cette table ronde. Sa sagesse et sa sensibilité contribueront, j'en suis certaine, à rendre nos échanges particulièrement riches et profonds. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation. Je vous remercie, Madame le Doyen, pour cette belle représentation. Dans un livre innovant, l'auteur plonge avec acuité dans les méandres de la mémoire collective.
en abordant notamment le massacre de Damour durant la guerre civile libanaise. Son exploration va bien au-delà des faits bruts. Elle propose une critique incisive de la manière dont l'histoire est souvent réécrite par les vainqueurs, mettant en lumière les dangers considérables de l'amnésie collective et de la manipulation de la mémoire. À travers cette analyse, il est souligné que la psychanalyse ne se pratique pas en dehors du cadre social. Au contraire, l'inconscient est profondément lié au contexte sociétal. C'est comme le soulignait Lacan, l'inconscient, c'est la politique. Ce silence social, cette réalité libanaise silencieuse, prive tant les hommes que les femmes ayant vécu cet événement tragique du travail psychique consubstantiel à la mémoire. L'auteur, en analysant le massacre de Damour, s'engage dans une exploration des impacts durables de ces événements sur la ville et ses villages avoisinants. S'inspirant des travaux de Janine Altounian, notamment l'effacement des lieux, elle souligne le rôle des espaces comme refuge ou prison affectant notre perception de nous-mêmes. Dans la section intitulée Mise en contexte, les mots de l'histoire, MAUX, l'auteur examine le concept de mots en se demandant comment ces mots MOTS se traduisent en actes engendrant des souffrances. Ce questionnement met en évidence l'expression du malheur à travers le langage. Elle souligne que l'histoire ne peut prétendre à l'objectivité, car chaque récit historique est influencé par la subjectivité du narrateur qui façonne la perception des événements. Ce travail illustre et met en lumière les points soulevés par Hayden White et Paul Ricoeur dans son livre « Mémorer, commémorer, remémorer » en ce qui concerne l'histoire et la mémoire. La méthodologie de Madame Zerbet se caractérise par une approche innovante et respectueuse dans la conduite des entretiens. Tout d'abord, celle-ci repose sur l'utilisation des questions ouvertes, permettant ainsi une expression libre et authentique des participants. Cette démarche se distingue également par son intervention éthique et non intrusive, garantissant le respect de la dignité de chaque individu en valorisant la parole, même dans le silence. Madame Zerbet accorde une importance cruciale aux nuances de l'expression humaine. Je propose d'abord de décrypter les référents épistémologiques qui représentent à mes yeux le motif du travail de Madame Zerbet. Le premier motif est relatif au style de la méthode clinique adoptée. L'importance de l'énonciation est au cœur de cette méthodologie. Madame Zerbet prône une écoute attentive des personnes en souffrance, une attention qui est essentielle pour instaurer un dialogue sincère et réciproque. Ainsi, elle entreprend une analyse minutieuse des traces laissées par le vécu et le ressenti afin de reconstituer des histoires de vie à partir d'indices délicats. Ce faisant, elle permet une compréhension approfondie des trajectoires individuelles et des luttes internes qui les accompagnent. Le deuxième motif, c'est la conception bifide du sujet, constitue un aspect fondamental de son approche. Madame Zerbet envisage le sujet sous deux angles distincts. D'une part, le sujet d'énonciation qui réclame son désir à travers la parole, et d'autre part, le sujet citoyen qui évolue à l'interface entre son intériorité et son environnement social. Cette dualité devient alors le terrain d'exploration des conflits qui existent entre les lois de la conscience et les normes sociétales, souvent source d'aliénation. Ainsi, cette méthodologie met en exergue le rôle central de la parole et les tensions inhérentes aux sujets lorsqu'ils sont confrontés à leur réalité. L'intérêt de croiser des disciplines dans l'analyse des massacres et des discours qui les entourent s'avère indéniable.
Cette démarche interdisciplinaire, intégrant notamment la psychologie et les sciences humaines, enrichit notre compréhension des enjeux inhérents à de tels événements. En effet, cette approche souligne la possibilité de déceler des données politiques au sein des retombées psychologiques, tout en identifiant des éléments psychologiques dans le discours politique. Il est donc primordial de mettre en lumière cette nuance qui illustre l'importance d'éviter une perspective unidimensionnelle. À cet égard, elle favorise une dynamique d'interaction et d'échange caractéristique de l'interdisciplinarité, permettant ainsi une appréhension plus globale et pertinente de la réalité complexe entourant de telles tragédies. Le troisième motif du livre se concentre sur la distinction entre le normal et le pathologique. Défendu par Madame Zerbet, l'état de ces personnes n'est pas pathologique au sens habituel du terme, car ils sont en constante évolution et se manifestent sous des formes variées, qu'elles soient latentes, mineures ou extrêmes. De plus, il ne peut pas être qualifié de normal dans le sens pathologique, dans la mesure où l'on se réfère qu'aux notions politiques et sociologiques de normalité et de normalisation. Au contraire, il obéit aux règles dialectiques d'une normativité qui, comme l'a souligné Canguilhem, leur accorde des formes transitoires et transitionnelles, établissant les degrés et niveaux d'adaptation à la réalité, tout en mettant en évidence les seuils et passages obligés du travail de deuil. Il est également évident que la conception complexe du sujet défendue par Madame Zerbet révèle une préoccupation éthique prépondérante qui transcende les clivages cliniques, juridiques et politiques, qui constituent pourtant les axes principaux du livre. Comme le souligne Jean Houry, l'éthique se définit comme l'articulation du singulier sur le collectif. En effet, le sujet apparaît comme singulier, original et unique, et il ne peut être réduit qu'à lui-même. Pourtant, il se présente également comme étant particulier car il existe seulement en relation avec le collectif. Le collectif intègre les dimensions sociales, culturelles et politiques de l'histoire de ces personnes. Mais il possède aussi une signification technique, celle de la psychothérapie institutionnelle, désignant un espace transitionnel de soins, de prise de parole et d'accompagnement. Cet espace aménagé au sein de l'institution permet au sujet d'accéder à la vie sociale dont il pourrait être exclu. Donc, après cette lecture plutôt clinique et analytique de ce livre, cher Zéna, j'ai quelques questions que je m'autoriserai de vous poser à la fin. Et maintenant, je vais vous laisser la parole pour votre présentation. Voilà, merci beaucoup. Attendez. Voilà. Donc, je suis heureuse et honorée d'être parmi vous ce soir en cette semaine de commémoration des 50 ans de l'éclatement de la guerre civile au Liban. Je souhaite d'abord remercier le révérend père recteur, le professeur Salim Dakash, pour l'accueil qu'il a réservé au livre et pour avoir favorisé la mise en place du processus d'échange et de réflexion qui a lieu ce soir au profit du travail de mémoire, de justice et de réconciliation. Je souhaite remercier aussi la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, son doyen, Madame la professeure Myrna Rannage, le professeur Boutrous Ranem, chef de département de psychologie, Monsieur Elie Traboulsi et Monsieur Anthony Fahed, Madame Rit Talbacha qui a travaillé fort dans les coulisses pour leur organisation impeccable de cette table ronde. Docteur Charbel Skaf, maître de conférence, pour tout le temps qu'il a dédié à la lecture du livre et à la préparation de cette modération. Je souhaite remercier particulièrement l'Institut libanais d'éducateurs, où je suis chargée de cours depuis 2010, son directeur, M. Roch El-Achi, et tous mes collègues pour le soutien sans faille qu'ils ont apporté à mes travaux de recherche et pour toutes les portes ouvertes depuis des années
dans une perspective d'échange multidisciplinaire. Je remercie également M. Tom Searing, président de la Human Rights Research League, pour sa présence parmi nous sur Zoom, pour toutes ces années de collaboration et pour les interventions de la Human Rights Research League auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au profit du rétablissement de l'état de droit au Liban. Je finis par remercier la Maison de l'Ancien, la Fondation Charles Corum, pour l'accueil qu'ils ont réservé au livre et à nous tous ce soir. Donc voilà, comme Madame Ranage l'a dit, violence d'État, traumatisme collectif et travail de mémoire, c'est assez dense, c'est assez chargé. Et voilà le parcours de la conférence. Je vais commencer par un peu aborder quelle était l'origine de mon travail de recherche sur Damour. Pourquoi j'ai fait ce travail de recherche? Quel sentiment de discordance en moi m'a poussé à faire ce travail? Puis on va aborder l'impensable massacre, les impacts traumatiques de ce massacre et à la fin les fonctions du travail d'écriture et de mémoire. Donc voilà, à l'origine du travail de recherche sur Damour, un sentiment de discordance. Je vais commencer par les effets pervers de la loi d'amnistie. C'est une injonction à l'amnésie. Donc comme vous le savez tous, suite à la guerre civile, alors que le Liban basculait officiellement sous occupation syrienne, la loi d'amnistie a été promulguée en 1991. Elle a blanchi les exactions commises pendant la guerre et elle a consacré l'impunité. Comme je l'ai lu dernièrement, c'est comme s'il n'y avait pas le choix. Les miliciens, pour rendre les armes, ils ne pouvaient rendre les armes qu'au prix d'une garantie de ne pas être mis en prison. Et donc, il fallait en finir. Et donc, voilà. Mais, et comme le dit Denis Riba, souvent après les guerres civiles, les peuples ne peuvent faire la paix que dans des dénis qui préservent leur narcissisme. Et c'est seulement dans un second temps, le temps de ma recherche, le temps maintenant auquel on assiste, qu'une historisation prenant en compte la mémoire dans l'identité est envisageable. Donc, injonction à l'amnésie, du fait de la perversité du fonctionnement politique, la loi d'amnistie dénie le droit à la vérité et à la justice. Elle paralyse le travail de mémoire et de réconciliation. Le deuxième, si vous voulez, motif qui m'a poussé à faire ce travail, c'est l'orchestration politique d'une mémoire de guerre sélective. Et ça, je le dis crûment, ça me tape sur le système jusqu'à présent. Parce que tout le temps, en écoutant comme ça, en lisant, j'ai toujours un sentiment diffus de malaise à la commémoration systématique de massacres, à l'instar de ceux de Sabra et Shatila, de la quarantaine, de Tell Zatar, sur lesquels s'arrête la presse locale et internationale et tous les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, maintenant on célèbre les 50 ans de la guerre. Directement, le shortcut, c'est le samedi noir, Sabra et Shatila, etc. Et même si vraiment je suis terrifiée ou bien je suis saisie d'effroi face à ces exactions commises à l'encontre de civils lors de ces massacres, je crois intimement à l'importance de parler, de rédiger ces récits, ces vécus, les vécus des personnes qui ont été confrontées. Mais ce que je questionne, c'est une fixation à ces aspects et récits de guerre qui privilégient systématiquement la victimisation permanente des uns et l'inculpation des autres. En arabe, c'est mantiq al-takhwin, qui a été mise en place, si vous voulez, comme ça, et de honte. Donc, à ce moment-là, voilà, et ceci a renforcé le climat de guerre civile, a renforcé, si vous voulez, les rancunes. Puis, quelque chose, ma visite de Damour. J'ai visité la première fois Damour il y a très, très longtemps. J'allais à la brocante Arc-en-Ciel et je voulais acheter des vieilles choses. Et bon, je vais définir l'effacement des lieux tel que le définit Altunian et vous allez comprendre ce que j'ai vécu en allant à Damour. Donc, le lieu effacé se dit d'un lieu sans repère, privé de référence à une quelconque mémoire inscrite dans l'espace public, un lieu qui brouille l'ensemble des perceptions et qui est devenu inexistant par le négationnisme d'un État, dit Janine Altunian. Et moi, quand j'étais à Damour la première fois, j'ai vu Damour, je me dis, mais c'est pas Damour. C'est faux, il y a un mensonge, ça, c'est pas Damour. Et au fait, ça, c'est Damour. Damour est une ville, moi, je suis pas de Damour, mais j'entends parler de Damour. Et donc, c'est une photo de Damour prise en 1921. Regardez les maisons en tuiles rouges, les vieilles pierres, etc. Ça, c'est Damour que j'ai prise de Lebanon Archives sur Facebook. Et regardez ce que j'ai découvert, moi. Ça.
C'est comme ça. Voilà, et même quand vous conduisez pour aller au sud, à Gillet ou bien plus loin au sud, vous allez voir, quand vous passez à côté de Damour, il n'y a que du béton. Et quand vous plongez davantage dans le village, dans la ville de Damour, regardez, je tombe sur ce genre de maisons d'époque qui n'ont pas été démolies, qui sont restées à l'abandon. Et ça, c'est une photo que je prise en 2017 au début de mes recherches, de mon travail de recherche. Et donc aussi, j'emprunte ça à Altounian. Elle dit juste soudain sous les yeux, elle, quand elle a visité la Turquie, les lieux annexés, si vous voulez, par la Turquie qui appartenait initialement aux Arméniens. Elle dit juste soudain sous les yeux, des maisons vides, aux ouvertures béantes, en loques, affichant la laideur oppressante de la misère, des maisons effondrées, à l'abandon. Ces maisons à l'abandon convoquaient la présence immuable de leurs âmes absentes qui, autrefois, avaient donné vie à des habitations humaines. Et devant la dévastation des pierres, la personne ressent physiquement en elle les empreintes qui lui ont été transmises de la déportation des êtres. Et cette réalité angoissante génère l'effroi. Donc là, vous voyez, donc il y a une orchestration politique d'une mémoire de guerre sélective, la loi d'amnistie ou l'injonction à l'amnésie, l'effacement des lieux. Tous ces trois éléments ensemble, je les ai écoutés comme un symptôme. Le symptôme en psychanalyse est un matériel qui attend à être déchiffré. C'est la face visible de l'iceberg. Le symptôme représente un signal, une preuve que quelque chose ne va pas. Il est indicateur d'un trouble et c'est le trouble que j'ai ressenti en moi. L'écoute du symptôme était le point de départ de mon travail de recherche et mon objectif était d'aller à la recherche du non-dit traumatique autour duquel les mécanismes de fonctionnement étatiques et psychosociaux se sont tissés. Là, j'arrive au deuxième temps de ma conférence, l'impensable massacre. Donc, je commence par les bruits de la guerre, un sentiment d'inquiétante étrangeté. Et là, c'est assez familier parce qu'on vient de connaître une guerre, hein, on vient de la vivre. Et donc, c'est pas comme si je vous transposais dans le temps, c'est assez vivant. Donc, les préludes, l'éclatement de la guerre civile en 13 avril 1975. Et cet éclatement, la guerre a eu lieu à coup de dissensions communautaires, d'armement des milices, un sentiment d'insécurité. Et Kroc nous dit que la situation de guerre en elle-même est relativement menaçante et agressante pour tout un chacun. Elle engage des enjeux vitaux pour l'intégrité physique des personnes, la préservation de leurs biens, l'intégrité du territoire national, l'autonomie économique, politique du pays, voire l'existence, même en tant que nation, et la survie de la civilisation et de la culture. Tout cela constitue une rupture par rapport au mode de vie du temps de paix et suscite des inquiétudes et appréhensions légitimes. Quand ça a commencé, ici au Liban, ça a commencé maintenant au sud. Et puis on se disait, oui, ça générait en nous une inquiétude. Mais le danger n'était pas encore imminent. Ça nous troublait, l'économie était en baisse, les avions ont commencé à arrêter d'atterrir. Mais ce n'était pas des ingrédients suffisants pour dire qu'il y a encore, pour nous, en tout cas pour les gens du Sud bien sûr, mais pour les gens qui n'étaient pas directement impactés, un traumatisme. Et c'est pareil un peu pour les gens de Damour. Parce que la guerre était là et ils commençaient à combattre. Il y avait des barrages, il y avait des opérations de kidnapping. Et donc, il y avait un grand sentiment d'insécurité qui ont poussé les jeunes de Damour à commencer à s'armer. Mais ce n'était pas encore arrivé vraiment chez eux. Donc, puis le danger qui guettait par cette guerre civile, bon, il est toujours innommable, mais il approche, il commence à prendre corps. En définitive, lorsque l'attaque de la ville a eu lieu en janvier 1976, Anne raconte, c'est quelqu'un qui avait apporté son témoignage, moi je me rappelle, elle dit qu'on comptait. C'était la quatrième fois que c'était la guerre. Et au fait, c'est un mécanisme de défense, elle avait 7 ans à l'époque, pour permettre un peu, donner un sentiment de contrôle. Mais comme le dit Rachel Rosenblum, il y a des traumatismes composites, des traumatismes distillés au compte-gouttes, au goutte à goutte, à la vieille des situations de catastrophe historique. Ce sont les signes avant-coureurs, discrets mais répétés, de bouleversements qui n'en sont
qu'au stade de l'annonce. Au lieu de tout balayer sur leur passage, les traumatismes propres à de telles périodes soumettent leurs victimes à une sorte de grignotement insidieux. Pensez un peu comment ça s'est approché petit à petit, à des blessures répétitives, mais dont chacune semble encore relativement supportable. Donc là, moi, je me suis permis de colorer ce paragraphe, oui, ce passage que j'ai emprunté à mon livre. Et en rouge, j'ai surligné un peu les choses, si vous voulez, agressives, l'attaque et envers les sentiments des gens. Et donc, l'attaque a eu lieu d'un coup. C'est ce que les gens restituent. C'était d'un coup. Et ça a provoqué en eux un sentiment d'incompréhension et de terreur. Ce qu'ils disent, c'est que le seuil de violence de l'assaut était décrit comme nouveau. C'était pas familier. Il y avait la guerre, mais cette attaque précisément, c'était nouveau, étrangement inquiétant, différent des sons familiers qui émanaient des précédentes guerres de front. Et là, Mansour Labakidi, qui était prêtre de la paroisse, soudainement, ce fut l'enfer. Un déluge de feu s'abattit sur Damour, à la cadence de 10 à 20 obus par minute. Et regardez là le traumatisme qui commence à prendre forme, comment on est coupé du monde. Le téléphone, l'eau, l'électricité furent coupés. Ensuite, je zappe un peu. On dit Camille Chamaoun, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, ancien président de République, dit, il était à Saadiyet, à sa maison, il dit le grondement de la canonnade était entendu à Saadiyet comme un feu roulant. Et une autre femme qui a témoigné me dit, le bombardement était tellement intense, c'était inimaginable. Les obus nous tombaient dessus sans intermittence, à torrent, au rythme de la pluie qui s'abattait. En arabe, elle m'a dit, mettez les jeter. Parce qu'il pleuvait. Il pleuvait, on était en janvier 76, il faisait froid. OK? Donc, et là, si vous remarquez un peu, les éléments relevés sont essentiellement de l'ordre du sensoriel. C'est le son, le bruit. Et on va le voir plus tard avec Neila Chidia. Elle dit que le traumatisme pénètre par les 5 sens. Et un des sens où l'angoisse était exacerbée, et ce qu'on entendait surtout, c'était les bruits des bombes et puis les cris des personnes qui ont attaqué Damour. Donc, l'assaut, le massacre et la chute de la ville a eu lieu en 11 jours. Donc, le blocus de Damour, voilà. Là, je donne un bref calendrier des événements. Les attaques, massacres, ont commencé la nuit du mercredi 14 et c'est fini le lundi 19 janvier 76, en 5 jours. Le 19 janvier, la ville brûlait. Les habitants étaient partis. Ils ont été évacués, chassés. Et donc, les incendies et pillages ont commencé à partir du 19. Et bon, l'évacuation des blessés à partir de Saadiyet a eu lieu entre le 18 et le 23 janvier. Mais la ville a pratiquement chuté en 11 jours. Entre le blocus et la chute, on était déjà au 19 janvier. Donc là, quand, vous savez, ça se passe aussi vite, que les bombardements sont aussi intenses, que c'est d'une nature différente. Donc, il y avait des moyens militaires. Et c'était clairement une force étrangère qui avait intervenu. Et là, Kroc évoque le caractère étranger et envahissant de l'événement traumatique. Il parle de caractère xénopathique, influence étrangère imposée de l'extérieur, de cette invasion de la personnalité par un événement bouleversant, puis par son pseudo-souvenir devenu étranger et tyrannique. Il ajoute plus qu'une rupture de sens ou un court-circuit dans le signifiant, le traumatisme serait une expérience de non-sens, parce que pourquoi ça se passe? Les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui arrive? Et à l'instant de l'irruption traumatique, l'espace ordonné du monde psychique bascule pour faire place au chaos. Les convictions narcissiques s'effondrent, laissant le sujet désemparé. Les valeurs essentielles de l'existence, paix, prix de la vie et accessibilité au sens des choses sont tout à coup déniées et remplacées par l'absence d'ordre, de cohérence et de signification. Donc, au niveau, quand on parle de violence sociopolitique d'État, donc le traumatisme collectif lié à la violence sociale est vécu par l'ensemble d'un groupe humain qui subit la violence sociopolitique d'État, la violence causée par ce que des humains peuvent faire subir de monstrueux à d'autres humains sans défense, même si elle est refoulée, elle se pense. Et là, je l'emprunte à Campbell qui a écrit ça par rapport aux survivants de la Shoah. Elle se pense dans la psyché et dans le corps de ceux qui ont survécu.
ils en gardent des traces et des résidus. C'est son concept, elle, les résidus psychiques radioactifs en raison de leur puissance d'expansion et de contamination. Catherine Chabert dit que cette violence touche une double fibre constamment, l'une individuelle, subjective, intime, l'autre tout aussi personnelle sans doute, mais en même temps paradoxalement commune, partageable par tous. Et pardon, là c'est une photo que je voulais vous préparer, mais bon, ça a surgi. Elle a fait la une des médias. Elle a été prise par le photographe Jay Ulal. À l'époque, elle a fait la une des médias. Et moi, si je l'ai choisie, c'est pas pour les scènes sordides du massacre. C'est pour vous montrer combien les gens ne s'y attendaient pas. Regardez le linge. Les gens ont étendu le linge. Ils étaient dans une sorte de continuité. Ils ne voyaient pas ça venir. Et donc, ce pas des gens qui s'apprêtaient à mourir, qui pensaient qu'ils étaient en danger, qui ont rangé leurs valises pour fuir. Donc, voilà, ça c'est un peu pour montrer la réalité de l'époque. Et moi, peut-être dans un mouvement, et je posais toujours cette question à des gens de d'amour, mais pourquoi n'ont-ils pas fui? Et je demandais à des gens, pourquoi ils n'ont pas fui? Mais ils ont tué le 14, il y a eu un massacre, pourquoi vous êtes restés? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Et donc peut-être dans mon désir de les sauver, mais bon, qu'ils soient sauvés en tout cas. Et donc j'ai eu des éléments de réponse. Donc la solidité et la solidarité du lien social a procuré aux habitants de Damour une illusion de sécurité. Et là aussi, hein, remarquez, quand les gens ont quitté Beyrouth, ben, ils ont quitté. Quand les gens sont revenus, ben, tout le monde est revenu ensemble. Et le sentiment d'être ensemble donne une illusion, un sentiment illusoire de protection. Même si on est abrité avec les voisins, on a le sentiment qu'on est tous ensemble, ça va être safe. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'éléments rationnels à la guerre, ni au meurtre, ni au crime. Donc, tous les éléments de sécurité qui donnent un sentiment de sécurité sautent. OK? Donc, bon, voilà. Et bon, il y avait bien sûr quelques éléments des commandos de l'armée libanaise aussi qui avaient été dépêchés sur les lieux, qui donnaient ce sentiment de sécurité. Et au fait, les habitants sont restés dans la ville pendant toute la semaine où ont duré le siège et l'attaque. Et un fait vraiment qui m'a marqué beaucoup, quand j'ai lu dans le livre aussi de Mansour Labaki, et qui m'a raconté, c'est un des épisodes, ils sont venus lui demander de célébrer la messe. Et remarquez, vraiment remarquez comment, c'est fou, comment il y a une logique des temps de guerre qui peut perdre tout discernement. Ils lui disent, cela fait 5 heures qu'il n'y a pas eu de bombardement. Est-ce qu'on peut célébrer la messe? Hein, quand même. Et moi, je pense un peu à ce sentiment aussi que j'ai eu. Ah, ça va, aujourd'hui, ils n'ont pas frappé. Mais aujourd'hui, mais hier soir, ils avaient frappé. Et donc, comme si on était safe aujourd'hui, parce que hier soir, et bon, ce matin, ils n'ont pas frappé. Et donc, c'est vraiment quelque chose comme un sentiment d'illusion de sécurité que nous avons. Et donc, ils ont sonné la cloche de l'église. Vous voyez les éléments de normalité, comme dans quelque chose qui a besoin de se poursuivre, de continuer dans le normal. Et donc, quelqu'un d'amour me dit, Pshara, il me dit, être présent à l'église, invoquer l'intercession divine, recourir à la prière, nous donnait à l'époque un sentiment de sécurité. Donc, pour moi, je disais, est-ce qu'il y a un déni de la gravité de la réalité, une incapacité d'appréhender encore l'irréversibilité de la situation, l'impensable perte de la ville et l'impossible renoncement à toutes ces parcelles de soi, constitutives d'une identité individuelle et ancestrale, collective? La ville, c'est soi. OK? Donc, voilà, Elie Kordahi, qui était chef de la section Kataeb de Damour, m'a dit ils ont puisé leur courage du fait que les habitants de Damour continuent à se battre pour défendre la ville. Et regardez encore les repères. Quand les hommes se battent pour défendre la ville, ça donne aux habitants un sentiment de sécurité que leurs hommes se battent pour défendre la ville. Mais là, on est face au crime. Il n'y a plus de logique. Les repères sautent. OK. Alors là, je dis que même en dépit de ça, il y a eu 50 morts tombés vendredi, dont 30 femmes et enfants massacrés, 15 nouveaux tués signalés, etc. Ça, c'est d'après les archives de l'Orient le Jour. Donc, Neila Chidia, qui a écrit voilà, son dernier livre, L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature, et qui est avec nous sur Zoom, et je la salue, elle écrit dans son dernier ouvrage, La pensée est mise à l'épreuve par l'horreur vécue, entendue, vue, sentie, touchée, goûtée. La guerre entre par les 5 sens de l'être, c'est le propre du trauma, et donc ça génère une paralysie.
Neila Shidia aussi évoque aussi la difficulté, je la cite, à penser lorsque la mort et la guerre rôdent, non pas dans l'espace fantasmatique, mais dans le réel. Elle écrit: recevoir les nouvelles nous plonge dans un abîme où la réflexion n'a plus sa place. Et donc, vous voyez un peu, c'est fini. Il y a une intensité d'informations qui arrive, des nouvelles tellement traumatiques qu'il y a comme un état de sidération qui fait que les personnes, c'est fini, la pensée rationnelle, le fait d'agir, de voir quoi en faire, ça, voilà. C'est peut-être une des réponses qu'elle apporte à ma question pourquoi les Damouriens n'ont pas encore fui. Et là, j'arrive, le massacre et son impact traumatique. Au premier chef, c'est la menace de mort qui est le plus traumatogène, dit Kroc. On le constate chez les rescapés de bombardements intensifs, d'embuscades, d'exécutions. Tous ceux qui se sont vus morts sont des traumatisés psychiques. Il s'agit non seulement de l'appréhension imaginative de la mort, mais de l'appréhension subite et inaugurale de sa propre mort, imminente et sans échappatoire. Et Gampel dit, pour ceux qui ont personnellement enduré les horreurs du massacre, les scènes sont réelles, concrètes, vécues dans le corps. L'image qu'ils en ont gardée, le trauma qui s'en est suivi, relève d'une expérience physique, d'une perception sensorielle. Je cite Mona Aoun. Mona Aoun qui est décédée, qui n'est plus parmi nous. Et vraiment, j'ai eu le privilège de pouvoir prendre son témoignage parce que Mona Aoun est une des personnes qui a été prise en otage dans le camp de Sabra. Donc, vous voyez un peu comment on va à contre-courant. On est à 50 ans de commémoration de l'histoire. Le massacre de Damour aura 50 ans en janvier 2026. Et vraiment, on est dans l'urgence encore de récolter l'histoire orale des personnes qui ont été témoins de tout ça. Donc, elle, Mona, a été prise en otage à l'église Seydé. Donc, elle a dû marcher avec les gens qui l'ont, comment dire, les miliciens. Et dans sa route vers l'église, elle a vu que Damour brûlait. Elle a vu des gens qui se faisaient exécuter. Et donc, elle m'a dit, ce que j'ai vu n'était pas facile. Mon cœur était aveuglé par les images de tous ces morts qui gisaient par terre. J'allais m'évanouir. En plus de ce spectacle du tout d'amour qui brûlait, nous étions tous très démunis. Donc voilà, Kroc établit un inventaire des facteurs traumatisants, isolés ou cumulés chez les survivants de la guerre, à la guerre du Kosovo en avril 1999. Moi, ce que j'en retiens, et regardez, c'est tous les gens de Damour ont vécu tout ça. Avoir vu sa maison détruite ou incendiée, avoir dû quitter sa maison sans emporter presque rien. Ça leur est arrivé. Tous ces éléments que je cite sont arrivés aux habitants de Damour. Avoir assisté à l'enlèvement de son père, de son frère, d'un autre parent ou d'un ami. Avoir assisté à l'assassinat d'un parent ou d'un ami. Avoir vu des cadavres de villageois assassinés. Avoir été menacé de mort ou traqué et poursuivi. Avoir été emprisonné. Avoir été blessé. Avoir été séparé du reste de sa famille. Avoir dû fuir sa maison et son village en véhicule ou à pied. C'est ce qu'ils ont fait, hein? Ils ont fui à pied. Avoir eu froid. Il faisait glacial sur les routes et lors des haltes, avoir souffert de la faim et de la soif. Camille Chamon en parle, la vie de la Randour en parle, tout le monde en parle, combien ils avaient faim. Avoir souffert de privation de sommeil, avoir souffert de fatigue, d'épuisement et de privation de repos, avoir été plongé dans une atmosphère de malheur collectif frappant toute la communauté. Je vais finir, j'ai vu que tu regardais ta montre. Troisième temps, fonction du travail d'écriture et de mémoire. Voilà, on va aller vite. Non, 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 ça va, ça vous intéresse? Oui, d'accord. Ok, bon. Fonction du travail d'écriture et de mémoire. Enjeu et complexité du travail de recherche. Donc, juste que vous sachiez, il s'agit du processus complexe. Je sollicitais, parce que moi j'ai commencé ma recherche en 2017, sollicitation 40 ans plus tard de la mémoire traumatique auprès des témoins et des survivants au massacre de Damour, qui ont connu, j'emprunte à Saglio et Yadzimirski, l'expérience limite de l'agonie du cygne, le langage effracté par les dimensions du mal et de la cruauté humaine. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que quand même, je venais... Ah, mettez le stress. 40 ans plus tard... Je voulais expliquer ça 40 ans plus tard. Donc, voilà. Après, je vais expliquer pendant les questions. Donc, dans l'après-coup du traumatisme, ce qui est bien, c'est que les expériences vécues sans effet immédiat notable peuvent prendre un sens nouveau dès qu'elles sont organisées, réinscrites ultérieurement dans le psychisme, dit chez Mama et Van der Merch, en expliquant l'après-coup. Pour moi, en fait, je vais le dire, ce qui a permis le lien de confiance, c'est par exemple, je suis psychologue, je suis académicienne, je suis d'une autre génération, donc je ne pouvais pas discuter ce qu'ils me racontaient. Ils étaient les experts. Ma curiosité
leur permettait de déposer. Puis il y a quelque chose un facteur qui a été très favorable, c'est que moi, je fais ma recherche sur la guerre du Liban depuis 2013, donc j'avais tissé un cercle de relations où la confiance était établie. Et par exemple, pour mon interview avec les combattants, l'ancien chef de section Kata m'a introduit, il leur a demandé de m'accueillir. Donc la hiérarchie du temps de guerre opérait toujours. Et j'ai été accueillie par ces combattants parce qu'ils m'ont fait confiance, parce que leur chef de l'époque leur a demandé de le faire. Et on s'est réunis tous ensemble et la confiance a été établie parce qu'ils se sont portés les uns les autres pour me le raconter. Par exemple, pour les gens du Fatah que j'ai pu interviewer, euh, Feu Samir Franji, qui était au courant de mes travaux de recherche, m'avait introduit auprès d'une des personnes éminentes du Fatah. Et il lui a dit, elle fait une recherche, c'est important ce qu'elle fait, il faut l'aider. Et ça a délié sa langue. Et toutes les langues. Et c'est comme ça que toutes les portes ont été ouvertes grâce à ce réseau de contacts que j'avais réussi à tisser. Donc, et j'ai été rencontrer les personnes dans les lieux où eux, ils étaient le plus à l'aise. Et j'étais dans le silence, il n'y avait pas de suggestion, comme tu l'as dit, dans l'écoute, dans le respect des mécanismes de défense. Donc, les traces mnésiques sont remaniées dans l'après-coup, dans un contexte historique et subjectif postérieur à l'événement traumatique. Donc, quand je posais des questions, ça pouvait amener les personnes à revenir en arrière, à revisiter leur propre histoire, aller plus loin. Et donc, c'est alors que peut, aussi j'emprunte à Saglio et à Tsimirski, émerger psychiquement une requalification de l'expérience, une élaboration de l'ordre de la narrativité qui permet de réordonner le sujet dans son histoire et dans le collectif. Fonction du travail d'écriture, rendre audible, perceptible, dit Campbell, peut être compréhensible, ce qui constitue la douleur de la violence sociale, la douleur en ce qu'elle a de plus essentiellement humain. Lire sauve, dit Naila Chidia, sauve, écrire protège la pensée. Écrire permet de tisser des liens entre les pensées en éruption ou mutilées. Écrire permet de poser un cadre à penser. L'écriture peut aborder l'expérience traumatique en l'appréhendant à chaque fois, dit Altounian, dans une perspective différente, un semblable maillage de l'histoire événementielle, de l'histoire subjective et de l'histoire de l'écriture trace des ponts associatifs. Ces ponts autorisent une médiation, l'instauration d'un autre espace-temps pour le trauma, la mise en branle des processus de liaison et de symbolisation. Les fonctions du travail de mémoire, briser, Tisserand parle des chointements du secret, donc briser les chointements, moi je dis du non-dit, ouvrir ainsi la voie à l'histoire orale, au témoignage. Comme dit Saglio et Tsimirski, la fonction du témoignage est ici celle qui lie la petite histoire à la grande histoire et apporter reconnaissance au vécu individuel et collectif. Offrir une plateforme pour élaborer les traumatismes transgénérationnels, renouer les fils rompus d'une temporalité enlisée dans la compulsion de répétition. Le livre se prête aussi comme une enveloppe de la mémoire traumatique au service du travail de civilisation. Il incarne un surmoi collectif, gardien de la civilisation, comme dit Marielle Sœur, parce qu'elle a travaillé, elle, beaucoup sur la réconciliation en Allemagne, entre l'Est et l'Ouest, donc, et le travail de mémoire. Il incarne un surmoi collectif, gardien de la civilisation, apte à affronter les pulsions mortifères débridées, sommeillant en chacun, et maintient une certaine tension pour tenir en éveil les forces vives de pensée de chacun. Chacun garde cette douleur dont on ne se relève pas et la prend en héritage. Elle le renforce et le protège de l'indifférence. Elle le tient éveillé, vigilant pour le travail de civilisation et les exigences qu'il comporte. Pour moi, je dédie ce livre au Liban, que j'aime beaucoup, vous imaginez, qui est blessé, qui m'a blessé, pour le travail de mémoire et pour l'écriture de l'histoire, au service de la vérité, de la justice et de la réconciliation, et pour des matins nouveaux. Je vous remercie pour votre attention. Après cette présentation des événements et de votre livre et ce voyage dans le passé, maintenant je vais laisser la parole à Monsieur Tom Searing afin d'écouter son point de vue concernant la justice transitionnelle et son articulation avec le massacre. Bon, Monsieur Searing, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager des slides si c'est possible, si j'ai le droit de le faire.
Ça marche? Oui, oui. Oui, oui, d'accord, ok. Alors, je vais parler un peu des voies et défis de la justice d'après-guerre, et ce sont les points que je veux aborder, mais premièrement, j'ai organisé quelque chose sur mon écran. Bon, d'accord. Alors, merci à l'Université de Saint-Joseph de Beyrouth et Madame Le Doyen, et bien sûr au département de psychologie ainsi qu'à son chef département, le professeur Boutros Kanem, d'avoir organisé une telle conférence autour d'un livre formidable. Alors, merci Madame Zeina Zerbé sur un sujet aussi triste qu'important. Je vous remercie également de m'avoir invité à participer à cette discussion et bien dirigée par notre modérateur. Merci alors Monsieur Charbel Chakaf. Comme vous pouvez voir, je commencerai mes commentaires en décrivant le contexte juridique un peu et les distinctions concernant le massacre de l'amour, puis je me pencherai sur la question de savoir pourquoi certaines distinctions sont importantes également en ce qui concerne la loi d'amnistie. Enfin, j'ai l'intention de décrire d'autres voies de responsabilité d'après-guerre, nationale et internationale, selon le temps qui reste. Bon, je vais mettre l'accent sur le droit international, les états contraires au droit international humanitaire, comme on a vu, les crimes les plus graves commis au cours du massacre d'amour, par exemple, constituent de toute façon également des crimes au regard du droit international. Quand nous parlons de la guerre au Liban, c'était une guerre civile, mais avec des implications et souvent des engagements internationaux. Je vais retourner à cet aspect aussi. Et ce qu'il faut discuter ou réfléchir sur, c'est aussi l'aspect temporel de la justice. Les crimes passés, les responsabilités futures, qu'est-ce qu'on peut achever à ce temps-là, maintenant? Évidemment, certains crimes ont un délai de prescription, presque pas des crimes de guerre. Alors, ça va en ce cas-là, en ce sens, mais les défis de l'établissement de la vérité après environ ou près de 50 ans, des décès des témoins et d'auteurs de crimes, destruction des tombes des victimes ou même décomposition des fosses communes, ce sont des problèmes aussi évidemment pour la justice après-guerre. Mais généralement, pour les crimes commis aussi à l'amour, évidemment, ce sont les conventions de Genève de 1949 qui sont applicables, notamment la 4e convention de Genève, alors CG4, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, car c'était des personnes civiles plutôt qui étaient visées. Mais un problème, c'est que principalement, toutes les conventions de Genève, presque toutes les conventions de Genève sont sur guerre internationale, guerre entre des États. Et bon, le Liban et aussi la Syrie ont ratifié les conventions, mais est-ce que ça, c'est applicable aussi aux guerres, à la guerre civile? Et donc, on peut aussi se demander, s'agissait-il d'un conflit armé international au moment des faits, en janvier ou environ janvier 1976? Car sinon, est-ce que la Syrie est suffisamment impliquée dans les événements d'amour à ce moment-là? Et donc, suffisamment impliquée
pour qu'on peut parler d'un conflit armé international et donc de l'application de tous les CG, les conventions de Genève. Mais donc, sinon, au moins, on a l'article 3 commun aux conventions de Genève qui parle des conflits de caractère non international. Alors, les articles communs disent qu'en cas de conflit armé, ne présentant pas un caractère international et s'agissant sur le territoire de l'une des autres parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, ça veut dire premièrement les civils, bon, seront en toutes circonstances traités avec humanité. Ça, évidemment, ce n'est pas passé à Damour ou beaucoup des autres espaces. Mais à ce effet, sont demeurés prohibés beaucoup des actes, par exemple les atteintes portées à la vie, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures, etc., les prises d'otages, atteintes à la dignité, etc. Alors, ils constituent des crimes tels qu'ils figurent également dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux, y compris la CPI, la Cour pénale internationale, mais bon, ni le Liban ni la Syrie sont des États partis au statut de Rome de la CPI. Mais la plupart des actes, évidemment, constituent des crimes de guerre. Bon, l'article 3 commun aux conventions de Genève qui énumère les crimes commis dans les conflits armés de caractère non international, c'est bien et beau, mais généralement, seuls les États et non les groupes armés peuvent formellement ratifier ou devenir partie aux différents traités internationaux, y compris les conventions de Genève. Ça pourrait être un problème si on dit que la Syrie n'était pas partie. Alors, les autres groupes, les groupes armés, est-ce qu'ils ont fait partie et pourraient avoir commis des crimes de guerre ou pas? Mais on dit que maintenant, en tout cas, toutefois, les groupes armés qui prennent une part active à un conflit sont généralement tenus de se conformer à l'article 3 commun, pour autant qu'ils remplissent certaines conditions relatives à un niveau suffisamment d'organisation, d'impact, de pouvoir, etc. Et généralement, on peut dire que les groupes armés qui ont commis la plupart des choses, des massacres à Damour, sont organisés comme ça. Par conséquent, les conventions de Genève s'appliquent également aux groupes armés en ce qui concerne le massacre de Damour. Et en plus, en tout cas maintenant, mais peut-être pas à ce temps-là, on pourrait dire que le droit international humanitaire coutumier aussi est applicable. Mais, bon, nous avons l'article 3 commune des conventions de Genève, mais à l'égard de la loi d'amnistie. Donc, ici, je vais retourner à l'importance de la différenciation ou distinction. Donc, de nombreux actes commis en d'amour pourraient être qualifiés de crimes de guerre et d'autres crimes d'atrocité. Cependant, généralement, la loi d'amnistie stipule que l'amnistie est absolue et inconditionnelle, à l'exception de l'article 3. Pour être sûr, l'article 3 de la loi d'amnistie, pas l'article 3 commun des conventions de Genève. Et l'article 3 dit que l'amnistie ne s'applique pas à l'assassinat ou la tentative d'assassinat de personnalités religieuses ou politiques et de diplomates arabes ou étrangers, ou à certains crimes contre la sécurité de l'État. Donc, oui, ces exceptions sont applicables aussi à l'amour, mais sont-elles également valables
pour l'implication de la Syrie. Ces exceptions sont-elles applicables à Damour? Oui, j'en pourrais dire, mais aussi pour l'implication de la Syrie comme État, oui, c'est un peu plus difficile de prouver. Mais donc, il convient donc d'envisager des questions, peut-être des questions suivantes. La Syrie, elle était sur le terrain au Liban massivement, seulement, je crois, à partir de l'été 1976, on disait environ juin 1966. Ça veut dire après, bien après le massacre à Damour, mais est-ce que la Syrie était déjà suffisamment impliquée avant ce date pour être qualifiée d'attaque contre la sécurité extérieure, impliquée directement ou via des groupes armés ou des groupes de combattants ayant prêté allégeance à la Syrie? Car ça, ce qui par conséquent pourrait constituer une atteinte à la sécurité extérieure selon la loi d'amnistie. Et troisième question, si on veut, c'est la loi d'amnistie elle-même est-elle légale et légitime? On pourrait discuter si des lois adoptées par un Parlement qui n'avait pas été élu depuis très longtemps, je crois à ce temps-là, c'était pas après 1972, sont ces lois adoptées par un tel Parlement légitime? On peut aussi discuter la légalité d'une loi adoptée sous l'occupation. Au moment de l'adoption de la loi d'amnistie, la Syrie comptait environ 40 000 soldats au Liban, occupant des parties importantes du pays. Et une puissance occupante ne peut pas modifier de façon permanente les lois d'un pays occupé, voire l'article 64 des Conventions de Genève. Exactement, le texte disait que la législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur et il y a quelques exceptions à la règle, mais il ne s'applique pas ici. Et pour être légal, chaque occupation doit toujours être conçue comme temporaire selon le droit international. Donc, on pourrait faire valoir qu'une telle loi d'amnistie crée des faits permanents et s'apparente donc à une modification des lois pénales existantes, ce qui serait contraire au droit international. Et donc, en invalidant et en abrogeant la loi d'amnistie, il ne resterait plus aucun obstacle aux poursuites, hormis le temps écoulé, les témoins décédés, etc. Donc, on peut discuter ou réfléchir sur ce fait. Enfin, puisque peut-être cela s'avère trop difficile dans la situation actuelle au Liban, voici d'autres alternatives. Évidemment, je pense qu'on doit essayer d'établir une commission vérité et réconciliation. C'est un devoir premièrement peut-être national. On peut essayer les procès nationaux fondés sur la compétence universelle, mais il n'y a pas beaucoup de cas et certains cas dont on a passé maintenant encore moins que ça. Et vu qu'il y a beaucoup de mille de victimes, etc., c'est peut-être pas suffisamment, pas du tout, mais techniquement, oui, les Libanais qui a un lien en ces choses-là, ou comme victime, etc., pourrait être par exemple en France et demander à la France d'utiliser la compétence universelle ou même en Allemagne. L'Allemagne pratique aussi la compétence universelle, mais très restrictée. Ce n'est pas beaucoup de cas.
Ils ne sont pas de beaucoup de cas, mais l'autre procès pénaux internationaux, CPI, oui, mais comme je disais, le Liban n'est pas un État parti. C'est toujours possible, mais ce sont au maximum un, deux, trois cas, et en plus, ça fait 50 ans environ ça, donc le but est très loin. Plus intéressant serait peut-être les commissions d'enquête internationales vers le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Par exemple, les commissions d'enquête comme on a sur l'Ukraine, la Syrie, même avant la chute d'Assad, Iran, et cette dernière même sans restriction temporelle actuellement. Maintenant, c'était justement été changé et maintenant le mandat de cette enquête n'a pas de restrictions. Ça veut dire maintenant, c'est possible pour l'enquête d'investiguer aussi, par exemple, le massacre de 1988 en Iran. Donc, si on peut achever une enquête internationale aussi pour le Liban, qui pourrait travailler même sur les années 70, etc., c'était peut-être le mieux, l'option le plus prometteur, si on veut. Bon, peut-être il faut travailler en tandem, je pense, au niveau national et au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, afin d'établir comme point de départ une commission d'enquête, etc. Mais bon, et malgré la préférence pour un procès pénal pour des atrocités telles que le massacre de l'amour, peut-être devons-nous également garder à l'esprit le besoin de réalisme politique en favorisant le faisable, le réalisable plutôt que le simplement souhaitable. En tout cas, pour l'instant. Je pense que je vais m'arrêter maintenant. Peut-être on va retourner à certains sujets pendant les discussions. Donc, merci pour maintenant. Bien, merci, Monsieur Seering, pour votre présentation concernant la justice et surtout la justice transitionnelle. Et il y a un signifiant que vous avez répété qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est la paix. Et ça m'a fait penser à un texte d'Ivan Yankelevitch qui dit « La paix, laquelle ?» Aujourd'hui, on parle de la paix dans le sens de Platon qui disait que c'est l'ami de soi-même. Alors, c'est très joli être ami de soi, mais le plus joli, c'est être ami des autres. C'est très intéressant de parler de paix tout en restant dans la dimension de l'altérité, de l'autre différent et qui s'inscrit en nous, parce qu'il n'y a jamais un je sans l'autre. Donc, merci pour cet apport assez intéressant et cette envergure internationale que vous avez souligné concernant la justice qui peut faire le devoir lorsque l'éthique fait échec. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais maintenant laisser la parole à la salle et aux questions pour le public. Donc, c'est à vous. Tom, tu as dit que tout ce qu'on souhaite ne peut pas se réaliser, c'est ça? Donc, même si on a envie de poursuivre les gens qui ont perpétré le crime de d'amour, on ne peut pas prendre nos souhaits pour des réalités, c'est ça? C'est plus complexe parce que, vous savez, même si l'écriture, on a écrit pour écrire, mais finalement, il y a un souhait très profond que justice soit rendue. Hein, parce que tout ce travail d'écriture, ce n'est pas pour un acte ni de voyeurisme ni d'exhibitionnisme. Et là, l'intervention de Tom ce soir, c'était surtout pour qu'il apporte les voies possibles pour mettre fin, parce que voilà. Donc voilà, j'ai écouté ta dernière phrase, j'ai senti qu'elle a posé les limites pour moi. Hein. C'est tout. Mon désir. C'est quoi ton désir alors? Bah, le désir est structuré par le manque. Donc, la terre est basse, hein, donc il y a beaucoup de travail. Bon,
Euh, donc, qui a envie d'intervenir, de poser des questions à Madame Zerbet, à Monsieur Tom, voilà. Oui, allez-y. Mm. Déclaré cette année, l'année des 50 ans en fait, de avril 75, et mettre en place une série de réflexions de 16, il ne jamais trop tard, on commence aujourd'hui pour l'année en cours, dans l'année prochaine en fait. Comme on parle de l'impôt, c'est bien, mais dans le cadre de tout le travail qui va être fait, et il n'y a aucun cadre global. Un cadre global dans quel sens? Oui. Mhm. Ouais, allez-y. Oui. Bon, merci pour votre intervention qui est tout à fait, comment dire, judicieuse et ça se pose. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, moi, on parle d'amour, mais il y a des milliers de crimes qui ont été perpétrés, des massacres, beaucoup de choses. Moi, je suis psychologue psychanalytique, donc le volet juridique ne m'appartient pas. C'est ma limite. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit, comme je l'ai présenté, et j'ai clarifié un peu l'objectif de ce travail, de sortir de ce déni, de cette histoire biaisée, etc. Donc là, ça appartient aux avocats parmi vous, aux professionnels en droit international, à Monsieur Siring qui nous éclaire un peu sur les voies possibles. Euh, mais moi, c'est ma limite, je ne saurais pas vous répondre. Il y a des avocats là, il y a donc qui eux sauraient peut-être prendre ce livre. Les preuves c'est une documentation, mais il y a, comme Monsieur Siring vient de le développer, c'est beaucoup plus complexe. Les preuves sont beaucoup plus minutieuses, judicieuses, et comme ça, il y a une autre comment dire, qualité de, comment dire, de preuves qu'il va falloir apporter au niveau du système judiciaire. Et ça, je le laisse gracieusement aux avocats. Et voilà. Merci en tout cas. Quelqu'un là? Oui, Naïla, bon. Vas-y. Oui. En fait, j'ai pensé à ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une loi qui a été promulguée en 2002, le droit à la le droit à savoir le destin des familles, etc. Moi, j'étais choquée quand notre Parlement l'a adopté. Finalement, les coupables étaient là-bas. Mais on a cette loi. Et particulièrement, cette loi consacre un chapitre énorme sur la fausse commune. Et maintenant, je fais des études en psychologie, je me suis dit que c'est un peu du temps et je me suis dit, est-ce que la société aujourd'hui, elle est prête à faire ce processus? Parce que finalement, cette épidémie est connue, ressemble beaucoup à une culture analytique, non? On fouille, ils ont fait douloureux. On la fouille, elle va jaillir à un moment donné, elle va être à la surface. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Je me pose vraiment cette question. Est-ce que l'environnement dans lequel on est-ce que vous pouvez passer des choses communes au fond, tu vas aller aussi dans le sud et le faire en même temps, sinon, voilà. Savoir de psychanalyser, comment faire. Surtout que cette fois a été promulguée en 2018. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas appliqué. Le pire, c'est qu'il n'y a pas un mouvement populaire qui. Je vais vous répondre, j'ai des réponses pour vous. En tout cas, par rapport à Damour. OK? Je vais vous dire par rapport à Damour parce qu'il y a une fosse commune à Damour. D'accord? Et c'était très intéressant quand je faisais ma recherche pour des personnes qui ont perdu leurs parents pendant le massacre. La question, c'était, est-ce que tu sais où on a enterré ton père? Et la personne me disait qu'elle ne savait pas, qu'elle n'y a jamais pensé. Et pareil pour d'autres personnes, est-ce que tu sais où ils ont enterré ton grand-père? Et les personnes, ils étaient tellement dans la survie
que le destin du défunt n'était pas une priorité à l'époque. Il devait se reconstituer. Maintenant, ouvrir une fosse commune, c'est quand même exhumer les morts. Il faut un travail en amont de préparation psychologique et d'être sûr que les gens le veulent. Pas parce que c'est bien de le faire que les gens le veulent. On n'a pas le droit de déterrer des morts et de les lancer au visage des gens s'il n'y a pas une préparation en amont. Parfois, des gens vous disent, je ne veux pas exhumer mes morts. Et ça peut être une décision collective. Et on peut, par exemple, pour Damour, parce que c'est un village chrétien, mettre une croix sur ce lieu où tout le monde peut venir prier et ils peuvent choisir de ne pas être confrontés à cette réactivation traumatique d'examen d'ADN. On ne sait pas qui il y a dans ces fosses. Il y a peut-être les combattants qui ont attaqué Damour. Et moi, je pense, il y a la bonne volonté. Il y a même moi, au début, on doit offrir une dignité à ces morts, c'est des Libanais, il faut une sépulture avec leur nom. Non, non, mais je parle de ma position. Et puis après, j'ai compris que les gens ne sont peut-être pas prêts, ils n'en veulent pas. Et moi, je pense que c'est du cas par cas. Je sais qu'à Maasr el-Chouf, pour que les déplacés reviennent, ils ont exigé que les dépouilles leur soient rendues. Mais c'était une guerre libanaise, interlibanaise. Les dépouilles ont été rendues. Là, d'après ce que j'ai compris par rapport à Damour, c'est le Croissant rouge palestinien qui s'est occupé d'enterrer les gens, qui a de la chaux qui a été mise. J'ai interviewé des forensics, des personnes qui m'ont... voilà, c'est tout un processus complexe et il faut qu'on soit prêt pour ça. Que les gens soient prêts. Hein. Parfois, il y en a qui sont prêts, qui vont dire « je le veux », d'autres qui ne le seront pas. Oui, pardon. Oui, vas-y. Bon, juste, je vais ajouter une chose. Le peuple ne peut faire la paix que dans le déni. Selon toi, certainement. Selon toi, Zéna, j'aime bien avoir comme ça ta réponse. Quelle est la différence entre le déni et la dénégation, selon toi, et en quoi le déni est un symptôme dans le sens qui vient tenir le sujet à ne pas s'effondrer dans son existence, qui devient finalement une survie et non pas une vie, parce que la pulsion du vie, quand elle est investie dans la survie, n'est pas tout à fait la même quand elle est investie dans la vie. Donc comment s'articule, comment le mécanisme de défense, en l'occurrence le déni, aide le sujet, certainement la personne, hein, à tenir face à ce poids des événements traumatisants. Voilà. Ok. C'est très savant pour moi. Je vais répondre à mon échelle. Donc moi, pour moi, je vais répondre ce que j'ai compris de la citation de Denis Riba, les dénis qui préservent le narcissisme. Le déni, au fait, si on remarque au Liban, c'était ni vainqueur ni vaincu. C'est comme ça que la guerre est finie. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, ce qui était faux. Il y avait des personnes qui étaient vaincues. Et donc, et cette illusion de ni vainqueur ni vaincu, comme maintenant aussi, hein, il n'y a pas de vaincu. Tout le monde, donc, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Préserver les narcissismes, donner l'illusion d'une victoire pour permettre aux gens d'accepter la défaite. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre de la manipulation du politique qui a lieu et qui a eu lieu au niveau de la masse. Et malheureusement, j'ai l'impression, j'ai envie de me dire, et ma question, c'est que quand on impose cette rhétorique, et là, on l'a vu, avec des festivités, des coups de feu de victoire, etc., la dernière guerre, la rhétorique de la victoire, tout le monde a gagné. Donc, ce sentiment d'effusion généralisée qui est toujours alimenté comme ça. Moi, ma question, c'est quand? Au moment même, Sherbel, c'est impossible. Les gens ont besoin de ça. C'est dans l'après-coup. Comme dans le livre de Damour, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la remise en question et la prise de conscience de la défaite, de l'échec, de ce qu'on vit aujourd'hui, de la mort, de la mort, et par exemple, là, la préservation, non, oui, déni et dénégation, mais les personnes qui ont perdu quelqu'un dans les prisons syriennes, par exemple, quelle dénégation possible? Ils vivent toujours avec le fantôme de ce disparu, fantôme présent, absent. Qu'est-ce qu'on fait des habits? Qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le déclare mort pour le prendre en héritage? Mais si je le déclare mort, quelle culpabilité pour moi de le déclarer mort? Et donc, toute cette conflictualité, pardon,
dans ce temps d'après-guerre. Mais oui, vas-y. Mais attends, avant, juste, je voulais dire aux gens qui sont sur Zoom, vous pouvez poser des questions. Vous êtes là, on vous voit, même si on ne vous voit pas. Sentez-vous libre de nous interpeller. Oui, pardon, vas-y. Ouais. C'est-à-dire, Oui. pour compléter, finalement, c'est un mécanisme du passage du déni au moment de la dépression. Le sujet a besoin, pour pouvoir tenir, de revenir au déni pour garder un contact avec la réalité. C'est-à-dire, c'est un fonctionnement typique, comme j'ai travaillé aussi sur le deuil, qui est un tout petit peu de nature limite, qui vacille entre le déni d'un côté et la dépression, c'est-à-dire la reconnaissance d'un fait d'un autre côté, mais ce retour au déni, c'est pour rester en contact avec la réalité, c'est pour ne pas sombrer dans un délire, c'est-à-dire on ne peut pas non plus faire sauter le symptôme d'un sujet parce qu'il risque beaucoup plus, il risque plus. C'est vrai, ces voix étouffées sont devenues des voix écoutées, mais cette écoute discursive que tu as accordée à ces personnes, quelle voie va prendre VOIE? Alors, est-ce que la voie juridique va être le baume? Est-ce que ça va aider à entretenir un certain déni avec un certain relativisme? C'est ça ce qui est intéressant. Le déni, le déni, là, on parlait un peu au niveau collectif. Mais au niveau individuel, je parlerai davantage d'une dissociation, d'un état pour être dans la survie. Par exemple, je pense à un cas d'une femme qui a perdu son père. Ils étaient enfants, ils étaient déplacés, ils n'avaient pas de maison. Ok, la maman était tout le temps habillée de noir. Et eux, ils devaient juste ramener de quoi manger. Ils avaient perdu leur terrain, par exemple, par rapport à d'amour. Et ils étaient juste dans une survie. Et la maman voulait envoyer les enfants à l'école. Et elle, ce que je voudrais dire, c'est que le trauma d'amour n'est qu'un trauma initial auquel va se greffer l'autre traumatisme qui est les conséquences de l'après-coup du massacre. Donc, parfois, les gens, ils ont oublié le massacre parce que eux, par exemple, Mona Reze, que Myrne a cité, et que, par exemple, Mona a dû avoir affaire à 44 opérations chirurgicales. Sa mâchoire a été fracassée. Son bras a été fracassé. Mona a dû quitter, elle a dû s'adapter aux États-Unis. Elle devait gérer son corps. Elle devait penser à se nourrir. Est-ce qu'elle avait le temps de pleurer d'amour et de penser aux morts? Même son frère et sa sœur qui ont été tués devant elle, ils n'étaient plus une priorité. Son corps était fracassé. Donc, il y a un autre après-coup, il y a autre chose qui vient après la guerre. Il y a le déplacement, il y a une autre réalité, il y a le fait de perdre son argent. Il y a le fait de passer au statut de déplacé, les mhajjarin. Vous savez quelle humiliation. Ils étaient propriétaires de terrain, ils sont devenus yihol mhajjarin. Et comment sortir de ça? Il y en a qui sont restés dans les couvents pendant 20 ans, 30 ans. Et moi, je me disais, mais pourquoi ils sont restés dans les couvents? Pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose? Il y en a qui ont fait quelque chose. Il y en a qui étaient dans l'incapacité de le faire. Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Le trauma initial est une première layer, une première couche sur laquelle vont se greffer d'autres traumatismes, d'autres vécus traumatiques avec lesquels les sociétés vont devoir composer. Voilà. Vas-y, je ne veux pas monopoliser tout. Voilà, je vais essayer de clôturer et je vais me référer au topo de Monsieur Sering qui a écrit d'amour avec S. Alors, ce signifiant, c'est intéressant de l'entendre d'amour, des apostrophes amour, à des amours. Donc, comme quoi l'amour et la haine s'articulent en même temps, et donc la restitution dans un travail analytique, dans un travail d'écriture et de parole, hein, voilà. Et c'est comme le disait aussi Marguerite Duras, écrire, c'est hurler sans voix. Donc, merci d'avoir donné la parole à des personnes qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Et sur ce, j'aime bien dire que vive l'amour, qui reste un baume,
qui peut nous aider à s'émanciper et à s'éloigner de la haine qui n'est que destructrice. Merci. Merci beaucoup à toi.